Ces résultats ont été réalisés en grande partie dans le cadre du projet Bioréférence 22-28. Donc c'est un projet qui est financé dans le cadre de la convention Massif Central par l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, et par la DRAF, donc via la préfète coordinatrice du Massif Central. Et donc vous pouvez retrouver les résultats du projet sur la page web dédiée, et vous y retrouverez notamment très prochainement les résultats de l'étude qui va vous être présentée aujourd'hui. Voilà, donc Vincent, je te laisse la main et la parole. Ok, Et te merci présenter. Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, Olé. Très bien, Alors, très bien. ça marche. impec. Donc moi, je vais vous présenter ce que j'ai pu observer, là, notamment en 2024, et l'observation se poursuit en 2025, à partir de 2 fermes de référence qui sont en bovin viande et qui sont le plus ancien à 35 ans d'ancienneté en bio, et c'est quelqu'un qui faisait partie du dispositif il y a une dizaine d'années, et puis un nouveau qui est rentré, qui est en polyculture. Donc en fait, là je vous présente rapidement le contexte, mais ce sont des fermes qui sont assez proches au niveau agro-pédoclimatique, au niveau des pratiques agronomiques. Et alors, ce qui nous avait mis la puce à l'oreille au niveau du pôle bio, c'était une baisse de rendement que l'on enregistre depuis maintenant des décennies. Et on voit que les rendements bio des céréales voilà, plafonnent aux alentours d'une trentaine de quintaux hectares. Et pour le plus ancien, que je connaissais déjà depuis longtemps, il a enregistré des performances à 40 quintaux sur des blés de première taille. Et là, depuis la décennie de 2011 à 2022, les rendements plafonnent à 30. Donc en gros, on estimait avec l'éleveur qu'il avait perdu 10 quintaux en une décennie et sans forcément trouver l'explication. Et à côté de ça, on a notre nouveau bio, que j'ai appelé le nouveau bio, qui a 8 ans d'ancienneté, qui arrive voilà, avec des très bons résultats. Il sort régulièrement des 40 quintaux en première paille. Et donc, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y aurait pas, entre guillemets, une usure des sols par des pratiques en agriculture biologique sans apport voilà, d'intrants, enfin, en tout cas d'engrais minéraux. Et donc, ce que je vais vous présenter, ça va durer une vingtaine de minutes. C'est un petit peu la recherche que j'ai fait avec des moyens qui sont tout à fait simples et rudimentaires pour essayer de comprendre la baisse de ces rendements. Et ce que je vous propose en fin de présentation, c'est voilà, de me poser les questions que ça pourrait susciter sur à la fois la méthode et les résultats et les conclusions que j'ai pu en tirer. Donc, vous avez déjà la présentation que je vous ai fait oralement. Et donc maintenant, on va attaquer les enjeux. Donc pour moi, il y avait 2 enjeux. C'était identifier les causes des baisses de rendement, proposer des solutions agronomiques. Et il y a un deuxième enjeu qui peut intéresser le monde de l'éducation, c'est de retrouver une méthode qu'on appelle la méthode de la composante des rendements en céréales, qui permet de suivre une parcelle de céréales du semis jusqu'à la moisson et d'expliquer, en fonction des stades phénologiques importants, où s'est passé la baisse des rendements. Parce qu'au départ, tout le monde part avec un potentiel de 80-100 quintaux. Et puis, au fur et à mesure des stades phénologiques, on perd des quintaux. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Et se dire pourquoi et à quel moment on a perdu ces fameux quintaux. Donc, cette méthode-là, elle peut intéresser l'agriculteur qui suit ses parcelles, le technicien, et puis je dirais, les futurs agriculteurs ou les futurs conseillers qui peuvent s'approprier cette méthode. Donc, je vous présente les exploitations. Donc, quand je vous disais, ce sont des exploitations qui sont proches et qui sont quasiment comparables. Euh, donc, on est en élevage allaitant. Euh, je vous ai surligné au niveau du tableau, pour moi, les 2 différences principales. C'est la première différence, c'est la profondeur de sol. Notamment lorsqu'on est dans des fermes du Massif central, on a une très grande hétérogénéité entre les parcelles. Vous pouvez avoir des parcelles souvent superficielles, mais vous pouvez aussi avoir des parcelles avec vous voyez, plus de 80 cm de terre.
Et donc là, il existe des outils tout à fait simples, rudimentaires. Ce sont des pics gradués qui permettent de mesurer la profondeur de sol. Donc en zone de plaine, sur des milieux homogènes, ce n'est pas nécessaire. Par contre, en polyculture, élevage, sur des milieux un petit peu accidentés comme le Massif central, c'est fondamental de bien connaître la profondeur de sol. La deuxième différence majeure, c'est la rotation, la durée de rotation. Et effectivement, on voit de suite que entre guillemets, l'ancien bio euh, a tendance à tirer un peu sur la corde, puis c'est quelqu'un il fait de la volaille, il fait de la farine, donc en fait, il a toujours de la valeur ajoutée à faire de la céréale, et du coup, il a tendance à, enfin, à raccourcir la durée de ses prairies. Et on verra que c'est un élément pour moi qui explique essentiellement la baisse de rendement. Et à contrario, le nouveau bio dispose de beaucoup plus de surface et d'une grande quantité, enfin une grande proportion de terres labourables. C'est pour ça qu'on a des prairies chez le nouveau bio qui durent au moins 5 ans, alors que chez l'ancien, on est plutôt sur des prairies qui parfois durent que 3 ans. Sur après les semences, là les deux éleveurs travaillent avec des semences de ferme. Ce sont des variétés d'origine autrichienne, donc qui sont très comparables, hautes en paille, avec un gros pouvoir de talage. Voilà, sur des quantités importantes de semis, on est sur vous voyez, des doses de semis qui sont très importantes tous les deux. Voilà, tous les deux après bénéficient d'une très bonne pluviométrie, un bassin versant pour l'instant qui est bien arrosé. Donc voilà, je vous ai mis en avant pour moi les deux différences majeures à l'échelle de la parcelle. Euh, Si on regarde de nouveau sur les parcelles que j'ai étudiées, alors pour vous remémorer, le 2024, c'était une année très compliquée pour les céréales, avec un sol très sec jusqu'au 20 octobre, et puis tout à coup, on a eu une lame d'eau qui a duré un mois et demi de précipitation. Et donc, souvent, les éleveurs ont semé soit avant le 20 octobre, soit ils ont semé quasiment vers le 15 novembre. Donc, j'ai voulu me positionner sur des dates similaires de semis. Et alors, sur l'ancien bio, je suis sur une première paille, donc un blé qui vient derrière prairie temporaire. Et sur le nouveau bio, je suis sur des céréales qui ont été implantées en troisième année, en troisième paille, donc derrière orge et métail. Donc là, voilà, une des différences importantes, c'est l'année d'implantation dans la rotation. Première paille pour l'ancien, troisième paille pour le nouveau bio. Les pratiques après de compost enfin, en quantité sont comparables. On a un fumier qui est composté pour le nouveau bio et un fumier frais, mais qui est stocké en tas pour l'ancien bio. Je précise quand même que le tas, c'est sur une fumière qui est couverte, donc on n'a pas l'effet des précipitations. La deuxième différence principale, c'est l'utilisation de copeaux. On est sur deux fermes qui utilisent des copeaux en sous-couche de litière. Et notamment l'ancien bio, on utilise énormément parce qu'il fait partie de la cuma de déchiquetage. Il a l'habitude d'en utiliser beaucoup. Il la met sur l'air fumier, sur l'air de circulation. Et en fonction des quantités de copeaux, j'ai calculé que ça représentait 11% du fumier total. Alors que pour le nouveau bio, on est à peine à 2%. Donc c'est quasi anecdotique. Tous les deux pratiquent des amendements calcaires réguliers. Et la troisième différence majeure, c'est l'utilisation de la RC-Tri qui n'a pas pu être faite sur la parcelle de l'ancien bio pour des questions de portance, alors que le nouveau bio a réussi à passer le 4 avril. Donc voilà les trois différences en termes de ce que j'appelle d'itinéraire technique. Et en termes de profil de sol, alors on est sur deux paysans agronomes très vigilants sur le travail du sol. Donc c'est deux éleveurs. L'ancien bio travaillait avec une charrue déchaumeuse, donc un labour très léger à 10 cm. Et le nouveau bio travaille avec une charrue, mais à faible profondeur. Il me parle de 15 à 18 cm de travail, de profondeur de travail du sol. On voit à l'écran sur les images que j'ai fait un mini profil à la bêche, qu'on a des structures qui sont enfin, vraiment exceptionnelles. Et peut-être une petite différence sur la couleur très humifère de l'ancien bio, qui pratique voilà, énormément d'amendements,
d'amendement organique depuis très longtemps, mais voilà, les deux structures sont parfaites. On voit de suite les grumelles, on voit que les racines circulent bien. Donc voilà, en termes de structure de sol, on est sur voilà, deux pratiques et deux résultats comparables. En termes d'analyse de sol, euh, je dirais les analyses sont comparables. On voit que c'est des éleveurs qui soignent très bien leur terrain. On est sur des pH hauts de 6,7 et 6,5. Peut-être une différence importante, et là c'est assez remarquable, on est sur un taux de matière organique de 8,6% chez l'ancien bio, alors qu'on est sur des terres labourées, sur des rotations relativement courtes. Donc ça démontre déjà la pertinence des copeaux en termes de redressement du taux de carbone, on va dire, hein, très rapide, et puis de pratiques très anciennes avec voilà, quelqu'un qui soigne énormément ses parcelles. Et le nouveau bio est à 4,8% de matière organique, ce qui reste quand même très confortable. Bon, ça reste voilà, des constantes en polyculture élevage, mais voilà, ça reste des taux de matière organique très confortables voilà, pour envisager l'agriculture bio. Rapport C/N, il n'y a pas de différence notable. Les CEC, on a effectivement une CEC un peu plus forte chez l'ancien bio. Je pense que c'est essentiellement lié au taux de matière organique, plus qu'à un taux d'argile. Des taux de saturation, vous voyez, qui sont très corrects. Et puis après, bah, vous avez le cortège des minéraux qui sont voilà, tout à fait conformes. J'attire l'attention sur le taux de phosphore Olsen du nouveau bio, qui est soi-disant insuffisant. Et vous le verrez par la suite, j'ai fait des indices de nutrition qui montrent qu'on est excédentaire en phosphore. Alors, j'ouvre un chapitre, mais pour moi, la méthode Olsen n'est absolument pas pertinente en polyculture élevage avec des taux de matière organique importants, où on sait qu'on a énormément de phosphore qui est stocké avec la matière organique. Et encore une fois, je l'ai vérifié à maintes reprises, le phosphore Olsen n'est absolument pas pertinent pour évaluer la disponibilité du phosphore réel et l'assimilation par la plante. On pourra y revenir en fin de présentation. Bon, tout ce qui est teneur en potassium, c'est énorme, hein. Vous voyez, je traduis aussi les quantités, les teneurs en quantité hectare. Donc, vous voyez qu'on a des teneurs qui couvrent à peu près 3 à 4 fois les besoins d'un blé. Donc, on n'a aucun problème de ce côté-là. Magnésie, on est très bien doté aussi. Ça, c'est la nature du sol. On a un rapport potassium-magnésium qui est parfait. Donc, il n'y a pas de blocage entre ces deux éléments. Et puis, j'ai voulu écarter aussi l'hypothèse soufre, où on a là aussi des teneurs en soufre qui sont tout à fait suffisants. Donc voilà, la seule différence majeure, ça serait éventuellement le taux de matière organique qui peut être plus élevé chez l'ancien bio. Euh, alors là, après, je vous présente un petit peu ce que j'ai observé sur le terrain. Donc un stade, donc là, on est au stade talage. Donc c'était la date, normalement je le mets, le 11 janvier. Alors là, déjà, on voit une différence très importante. L'ancien bio qui pratique des rotations courtes, alors qu'on est sur un blé derrière labour, un blé derrière prairie labourée, donc normalement on devrait avoir un blé très propre. Et dès le 11 janvier, ça y est, on a tout le cortège des dicotes annuelles, donc les Véroniques, tout ce qui est enfin, Mouron, Stellaire, etc. Céreste aggloméré, enfin voilà. Déjà, on a tout le cortège en place dès la première année, alors que le nouveau bio, pardon, sur la diapo enfin, qui est à votre droite, alors qu'on est sur une troisième paille qui devrait se salir, on a déjà un salissement qui est beaucoup plus faible. Donc là, on a un écart qui est lié à la rotation et à la durée des prairies. Donc déjà, l'ancien bio part avec un handicap très fort avec ce taux de salissement. Donc là, vous avez les comptages que j'ai effectués à deux stades clés, le stade de talage, donc le salissement qui est beaucoup plus fort, le nombre de pieds était identique entre les deux fermes, et le coefficient de talage, c'est-à-dire le nombre de tales par mètre carré, était aussi enfin, tout à fait comparable entre les deux exploitations. Il n'y a pas de différence majeure. Au stade redressement, c'est-à-dire lorsque le blé commence à faire monter son épi dans la gaine, le salissement se poursuit et par contre le nouveau bio commence à avoir aussi du salissement beaucoup plus important. Et alors ce que j'assiste
malheureusement dans toutes les exploitations de polyculture élevage, c'est qu'on a un très très bon démarrage au talage. Et par contre, malheureusement, au moment du redressement, on perd énormément de mètres bruns, enfin, on perd des tiges parce qu'on a des parcelles qui sont souvent un peu trop précoces et un peu trop actives au talage et qui malheureusement ont consommé tout l'azote du sol. Et comme on est en demi-montagne, on n'a toujours pas la minéralisation qui se met en place. Donc on est au mois d'avril, les sols sont à zéro niveau azote, il fait encore froid, enfin voilà. Et du coup, boum boum, là on perd énormément de potentiel de rendement. C'est là où tout se joue en bio. Et c'est là où les agriculteurs en conventionnel ben, balancent ne serait-ce que 50 unités d'azote. Ça permet de passer ce mauvais cap et de continuer à garder un potentiel d'épi suffisamment important. Là, vous voyez, de suite, on est à 300. C'est tout à fait ce que j'observe tous les ans. On part de 800 talles et on finit à 300 épis au mètre carré, voilà, ce qui pénalise le rendement. J'ai profité de ce passage au mois d'avril pour faire ce qu'on appelle des indices de nutrition. Donc, je récolte à la microtondeuse, je pèse mon échantillon et je fais analyser au labo d'Aurillac les teneurs en azote, phosphore et potasse. Et là, on voit de suite que bah, les indices phosphatés sont excellents, voire excédentaires, notamment le nouveau bio qui était soi-disant déficitaire en phosphore. Là, on se retrouve avec un excédent de phosphore dans la plante, quoi, c'est-à-dire beaucoup plus de phosphore que de besoin. La potasse est aussi voilà, très bien dotée. Par contre, vous voyez qu'en azote, on se retrouve avec des indices azote très faibles qui expliquent cette réduction de talles. Et un peu plus tard en saison, c'est la petite photo que vous avez d'épis. Je fais valider par mes collègues Olwen et il y avait Sabrina aussi, mes deux collègues de grande culture, qui montrent que ces épis, vous voyez, ne sont pas finis, ni à la base, au rachis, ni la pointe de l'épi, où on a des épillets qui sont avortés. Donc, il n'y a pas eu de période de gel d'épis, il n'y a pas eu de froid spécialement à la méiose, de choses comme ça. Mais par contre, c'est un autre effet indirect du manque d'azote au moment de la fabrication de l'épi qui a fait que ben, l'épi s'est sacrifié, n'a pas donné tout le potentiel qu'on attendait de lui, du fait du manque d'azote. C'est une de mes dernières diapos, je termine avec ça. Donc, après, je me pointe juste avant la moisson. Et donc, je fais des relevés avec vous savez, les fameux quadras alors nous, c'est 50 sur 50. Et je fais des comptages d'épis. Donc là, j'ai fait 6 relevés par parcelle. Dans ces épis, j'enlève après ce qu'on appelle les épiochons. Alors, c'est des tout petits épis qui, de toute façon, vont donner 10 grains maximum, que j'enlève carrément du comptage. Et donc, première remarque, c'est que l'ancien bio a beaucoup moins d'épiochons, enfin beaucoup moins de petits épis qui valent pas grand-chose par rapport au nouveau. Alors après, j'ai peut-être une explication, c'est que au stade justement gonflement, début épiaison, on doit avoir un apport d'azote important sur la parcelle de l'ancien bio du fait de son taux de matière organique très important. Bon, c'est une explication, je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est celle que j'ai retenue. Et du coup, on se retrouve avec un nombre d'épis, vous voyez, si je reprends le début, 900 talles, 300 épis, et on se retrouve avec en gros 150 épis vrais, enfin que j'appelle des épis vrais, moi, qui sont bien remplis. Et là, dans ce cas, ces épis, je fais une vingtaine de comptages, et je compte le nombre de grains, le nombre d'épillés et le nombre de grains par épi. Et après, une fois que j'ai fait ces comptages, bah, tranquille au bureau, je compte 250 grains pour arriver au ce qu'on appelle le poids au 1000 grains. Et donc après, le rendement biologique, c'est l'équation toute simple, c'est le nombre d'épis complet multiplié par le nombre de grains par épi, multiplié par le poids au 1000 grains. Donc si vous faites 177 fois 30 fois 40, vous arrivez à 22 quintaux. Ben, c'était le même rendement pour les deux parcelles, avec, comme je vous l'ai dit, pas tout à fait la même composante de rendement, des petits écarts, mais globalement, on arrive au même résultat. Dernière précision, ben, vous l'avez tous vécu, enfin en grande partie toutes les régions de France. Alors, nous, on a eu de nouveau une lame d'eau à partir du mois de mai. C'était un climat quasi tropical.
Et on a eu énormément de levées de graminées que je n'avais pas forcément vu, de graminées et de vestes que je n'avais pas vu au début de printemps. Et alors, par contre, on a eu des raies gras fantastiques qui ont dépassé tout le monde, de l'avoine à chapelet. Enfin, voilà, un salissement très très important sur la fin de cycle qui a sûrement encore pénalisé un peu plus le rendement. Donc voilà les observations que j'ai pu faire. Donc vous voyez avec des méthodes tout à fait enfin, abordables, simples, rudimentaires, qui permettent d'expliquer le rendement et de savoir où on a perdu des quintaux. Alors pour moi, j'ai identifié trois causes de baisse de rendement. Alors chez l'ancien bio, comme je vous l'ai dit, des rotations beaucoup trop rapides, surtout quand on a des pratiques en bio depuis 35 ans. Il y a énormément de dicotes annuelles qui n'ont pas le temps de perdre de leur capacité de levée de dormance. Donc du coup, au bout de 4 ans, 5 ans, c'est beaucoup trop court pour ce profil de rotation et d'exploitation. En fait, dès qu'il gratte la terre, boum, il a une levée de tout ce qui s'est accumulé depuis des années et des années qui n'arrive pas à s'éliminer avec des rotations qui pourraient être plus longues. Sur les deux fermes, je vous leur dis depuis longtemps, il me semble qu'on est avec le changement climatique, on est encore sur des pratiques peut-être un peu précoces. Mi-octobre, avec les quantités de semences qui sont semées, je trouve qu'on arrive à des blés qui sont trop vigoureux en sortie d'hiver, avec voilà, beaucoup trop de talles, et quelque part, on va gaspiller l'azote à fabriquer du talage, alors qu'il faudrait se le garder un petit peu sous le pied pour fabriquer des épis derrière. Voilà. Et donc, cette année, les éleveurs a priori, et avec succès, alors je ne dis pas si c'est ça, mais bon. En tout cas, ont retenu un petit peu cette règle et on se met un peu plus tard et avec moins de densité. Et puis, troisième élément qui me pose question, c'est l'utilisation de fumiers qui sont très riches en plaquettes depuis longtemps. Euh, alors, c'est une hypothèse, je ne vais pas vérifier. Moi, j'ai l'impression que sur des terres avec des besoins très forts au printemps, comme les céréales, j'ai l'impression que ce fumier va accentuer encore la fin d'azote, puisqu'au moment de s'attaquer un peu à la décomposition de la lignine, les bactéries vont se retrouver en concurrence avec le blé qui a pompé tout l'azote et ces plaquettes qui vont consommer un peu d'azote pour voilà, commencer à rentrer en décomposition, commencer à se minéraliser. Voilà, donc j'ai fait cette proposition à l'éleveur. A priori, il l'a retenu. Donc en fait, il va utiliser ce fumier uniquement sur ses prairies parce que les prairies, en fait, fonctionnent non-stop. Maintenant, quasiment, il n'y a plus d'arrêt sauf pendant les périodes de sécheresse. Et épandre un compost de fumier sur prairie, il n'y a jamais comment dire, de stress, de concurrence, puisque la prairie fonctionne en continu. Et l'éleveur en question, d'ailleurs, a des prairies absolument magnifiques. Donc voilà, moi je lui ai fait cette proposition de garder le fumier sur les prairies et de simplement miser sur l'effet retournement de la prairie pour apporter l'azote à la céréale. A priori, j'ai des très bonnes nouvelles de cette pratique. L'éleveur m'a envoyé des photos. Bon, aussi, l'année climatique a joué, puisqu'on a plutôt des belles céréales cette année. Enfin voilà, donc les trois conclusions, visiblement, ont convenu aux éleveurs. Moi, c'est ce qui m'intéressait le plus, de ne pas taper à côté. Et pour finir un petit peu par les deux diapos que je fais cette année, là, les suivis, c'est qu'avec un éleveur, on s'est amusé à avoir deux périodes de semis différentes. Donc, je vous montre un peu la diapo. Euh, voilà, donc c'est un éleveur qui a semé en deux périodes décalées. Et pour éviter l'effet milieu, grâce à son GPS, il a implanté donc en plein milieu de la parcelle, on le voit sur les photos, il a installé donc un blé quasiment 3 semaines à un mois plus tard, donc au 15 novembre au lieu du 23 octobre. Donc là, je suis en train de faire le suivi. Donc à la diapo de droite, vous avez le stade talage sur le semis au mois d'octobre, et puis un stade levé sur le semis tardif. Et je vous passe les dernières diapos. Donc côté de talage, on a toujours des écarts. On le voit bien d'ailleurs sur ces photos-là. Vous avez toujours des écarts de talle. Donc on a quand même des écarts importants entre le semis précoce et le semis tardif. Et puis récemment, donc il y a même pas 10 jours, je suis allé faire cette photo à droite où on est vraiment au stade redressement.
Donc, à droite du jalon, c'est le semis tardif, à gauche, c'est le semis précoce, et j'ai toujours, pour l'instant, des écarts quand même assez importants sur le nombre d'épis. Donc voilà, résultat de la petite manip au mois de juillet, juste avant la moisson, où je ferai vraiment une estimation du rendement. Donc là, ça concerne une parcelle. Mais ce que j'ai pu par contre observer, c'est sur le semis du mois du 15 novembre, c'est une parcelle qui est restée très propre tout le temps, tout le temps, tout le temps. On le voit sur la photo, vous avez absolument aucune levée, alors qu'on est encore une fois sur un blé de troisième taille. Alors qu'à gauche du jalon, c'était enfin, une céréale qui a reçu déjà deux passages de RC Tri pour la maintenir à peu près propre. Donc là, déjà, il y a un effet qui est clair et net, c'est le semis, enfin, semis un peu plus tardif, permet de garder une parcelle propre. La question maintenant que je me pose, c'est le retard qui est pris, le retard de talage et le retard d'épi. Est-ce qu'il va y avoir une compensation au moment de la formation des grains? Euh, pour l'instant, j'en suis pas sûr, mais à vérifier. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Et puis, vous avez tous les résultats, à la fois de nos observations sur les fermes de référence, sur les différentes thématiques que l'on traite sur ce site pôlebiomassifcentral.org. Voilà, je vous donne la parole. Aurélie, je te rends aussi la parole et je réponds à vos questions si vous en avez. Et merci de votre attention. Hop. Merci beaucoup, Vincent. Donc on a pour commencer Anne Glandière qui a posé pas mal de questions sur le chat. Donc Anne, peut-être que je peux te laisser les reposer de vive voix si ça te va. Mais en fait, c'était pas forcément toujours des questions, des fois c'était des Oui, ou des remarques. remarques, oui. Par rapport à ton hypothèse de départ sur l'épuisement potentiel de la pratique bio par rapport aux richesses minérales du sol, ça reste une option qu'avait prise Arvalis par rapport au phosphore du sol. Mais comme tu le soulignes bien, ils ne sont restés que sur des analyses Olsen et qui ne donne rien de probant. Enfin, le projet Phosphobio est un peu décevant par rapport aux conclusions. Voilà. Ensuite, ouais, au niveau stratégie de fertilisation, donc ils font rien. Enfin, parce que tu nous as indiqué par parcelle les apports de fumier, mais c'est un seul jour, un seul tour, et en fait, il y a pas du tout de fractionnement le long de la campagne culturelle du blé. Tout à fait, ouais, non, non, il n'y a pas du tout D'accord. d'engrais, d'achat d'engrais organiques, d'apport. Non, non, c'est fumier à l'implantation. Et comme souvent, ce sont des retournements de prairies qui précèdent souvent l'implantation du blé, généralement, voilà, on a suffisamment Oui. d'azote. Et voilà, le problème qu'on a en demi-montagne, je me répète, mais c'est ces printemps qui sont froids avec une minéralisation qui se fait attendre. Parce Très qu'après, lente. Ouais. les deux éleveurs que vous avez en question, ils font de la farine, ils font partie voilà, d'un groupe qui s'appelle les copains bio, et ils sortent des taux de protéines exceptionnels. Donc, Ah on oui, n'a aucun d'accord. problème. C'est-à-dire que nous, la finition, ça se passe toujours super bien en polyculture. On a Mhm. des taux de protéines entre 12,5, 12,8. Il n'y a Ok. aucun problème sur les farines. On a des problèmes sur l'orge brassicole. J'en profite aussi pour ouvrir la parenthèse. Et c'est-à-dire qu'on a des orges brassicoles qui sont trop riches en protéines, du coup. C'est-à-dire qu'en Ouais. polyculture élevage, la finition, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on a une phase critique Mhm. qui est ce mois d'avril, cette Et c'est montaison, ça. où on perd énormément d'épis. Alors après, moi, on hésite toujours à utiliser des engrais organiques parce que les résultats un petit peu des essais nationaux montrent qu'on a de très faibles retours sur les engrais organiques parce que Tout à fait. ça coûte cher. Mhm. L'épandage n'est pas facile. Alors si on achète les fientes en vrac, c'est très très compliqué d'avoir une régularité d'épandage. Et après, on est toujours dans cette problématique d'avoir un engrais organique qui doit passer par la réorganisation du sol, la minéralisation. Et on sait jamais, on sait quand on l'épand, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va faire effet. Et de mémoire, les essais nationaux, on est à moins de 5 quintaux de moyenne de retour sur Oui, investissement. ça Donc, vaut pas le coup, effectivement. Ouais. donc Il y a voilà. une très bonne analyse pluriannuelle sur la France entière réalisée par Charlotte Glachant Ouais, ouais.
qui confirmaient que c'était pas pertinent, effectivement, de En tout cas, trop pas avec investir dans pas la avec autant de matière fertilisation. organique, ça c'est sûr. Mhm. Moi, je me posais la question quand même, pour rester dans la matière organique, là, quand tu dis des taux de 8,90, presque 9, quoi, je me demande si c'est si bien que ça, si tu veux. Parce que ça veut dire quand même que on est en montagne, on est dans le Mhm. Cantal, tu as un sol froid, donc qui minéralise déjà pas très bien, qui est plus sur un sol humifère, et avoir autant de matière, enfin, autant de matière organique, pour moi, ce serait plus. Je me demande si c'est pas un signe de dysfonctionnement, tu vois, d'un sol qui minéralise pas assez. Et du coup, bah, ce que tu as fait, je trouve ça très très bien de ne pas mettre les plaquettes sur ce sol-là. Mais en fait, clairement, un sol comme ça, il aurait plus besoin d'engrais verts jeunes ou de purin, tu vois. Mhm. Ramener du fumier en plus avec plaquettes. Voilà, j'ai peur que ce soit un sol qui ait beaucoup de champignons qui humifient, pardon, mais très peu de bactéries qui minéralisent. Et voilà, donc faudrait peut-être, je sais pas, l'aérer, ou je te dis, ouais, bon, mais je pense pas qu'ils aient de purin, sinon mettre des engrais verts jeunes pour Mhm. peut-être le stimuler avec, peut-être mettre des engrais verts avec le blé, si c'est possible pour stimuler. Enfin, voilà, c'est la Mhm. réflexion que j'ai eue en regardant le reste, quoi. Ouais, mais tout à fait. Alors, les deux éleveurs pratiquent les engrais verts entre deux pailles, entre deux chaumes. D'accord. Après, c'est simplement les conditions météo de la dernière décennie qui a fait il y avait plus de période favorable entre une moisson Et et notre puis moisson. puis l'implantation du blé qui faisait qu'ils avaient plus ou Mm. moins arrêté. Mais sinon, l'idée, enfin, la pratique était effectivement, et tous les deux éleveurs pratiquent régulièrement quand ils le peuvent, si les conditions le permettent. Voilà, ils sèment souvent de la moutarde, voilà, des engrais verts entre deux chaumes. Oui, parce que ça pourrait être aussi un engrais vert qui est semé sous la céréale, par exemple, mais qui reste Ah petit. oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Ouais, semé au printemps, par exemple, comme ça, ils peuvent le faire pâturer à Mhm. l'été. Et puis, parce que c'est sûr que si tu essaies de le semer après la moisson, Ouais. Mhm. par les temps qui courent. Voilà, et puis pour revenir sur le taux de matière organique, alors je suis assez partagé parce qu'avec un autre groupe là, qui s'appelle Cap Protéines, que j'anime, là, un élevage bio, on a plusieurs éleveurs qui foncent au contraire sur des taux de matière organique très importants, qui rajoutent du copeau sur les tas de fumier, et même au moment de la réalisation du compostage, ils rajoutent encore des copeaux. Alors après, ça, c'est l'école de Konrad Schreiber, là, en semi-direct. Bon, voilà, ils suivent un peu ces cours, ils l'ont même fait venir dans le département. Donc, ils sont sur cette recherche de dire ben, le plus important, c'est le carbone voilà, pour retenir l'eau, pour avoir des bactéries et des champignons suffisamment développés, voilà, pour activer la vie du sol. Donc voilà, je vous en dirai plus. Il y a des Ouais. suivis qui sont un peu en cours là, mais il y a une tendance d'aller vers des taux de cellulose encore plus forts dans les fumiers, pour Et vraiment ouais. remonter le taux de carbone. Ouais. Ce Conrad là, je connais pas la technique, mais il est originaire d'où? De quelle zone géographique? Alors, vu l'accent, c'est sud-ouest, c'est sûr. De la Ah France? Il a oui, beaucoup oui. sévi dans le sud-ouest, ouais. Ouais, ouais, il a un accent type aveyronais, enfin, ouais, D'accord. enfin, sud-ouest, Mais c'est sûr. ce qui me Et, gêne, ouais, pardon. et c'est vraiment la référence en semi-direct. Donc, il travaille énormément. Et après, c'est la méthode. Alors, il utilise aussi, il fait aussi épandre des oligo-éléments pour avoir une optimisation de la photosynthèse. Donc voilà, il a toute une école. Ouais. Non, mais il est du sud-ouest. Oui. Sud-ouest, ça veut dire chaud, humide près de l'eau, et Mhm. donc des Non, zones qui pas minéralisent humide. beaucoup. Bah, C'est moins chaud et humide. sec. C'est sec. Ouais, On n'a plus d'eau dans le sud-ouest. Enfin, sauf cette ouais. année, mais ça reste exceptionnel. Ouais, ouais, mais disons que la chaleur fait déjà que ça minéralise beaucoup plus vite. Et là, c'est transposé dans le Cantal où naturellement, avec la montagne et tout, la matière organique minéralise beaucoup moins. Donc, des fois, je me méfie des techniques qui sont super géniales, qui marchent super bien dans une zone. Et
Ouais, on a commencé avec la bio, avec le maire Boucher, hein. Ah Le ouais. lithotam, c'était génial en Bretagne, hein. En région parisienne, un peu moins, quoi. Voilà pour cet aspect matière organique. Alors, comme je disais, par contre, sur prairie, ça fonctionne nickel. C'est un éleveur qui est en châtaigneraie. Il est mis au milieu d'une zone, entre guillemets, un peu intensive, hein, sur des pratiques assez azotées des voisins. Et il a vraiment des prairies qui démarrent comme les voisins, voilà, avec des rendements plutôt exceptionnels. Donc, sa pratique, en tout cas de fumier, fonctionne très bien sur prairie. Voilà, c'était Hmm. juste après sur culture, cette période un peu clé où voilà, je m'interrogeais sur cette concurrence qu'il peut y avoir entre des fumiers voilà, très riches en lignine et puis une fin d'azote voilà, qui est accentuée par cet apport. Ouais, mais c'est bien possible, ouais. Voilà. Bon, Anne est partie. Elle a pu partir, mais elle avait pu vous poser une autre question auquel tu Ouais. peux répondre, je pense. Elle se demandait quelle était la proportion de légumineuses dans les prairies temporaires précédant le blé. Excellente Est-ce que tu remarque. as l'info? Excellente remarque. Le nouveau bio réussit beaucoup. Il a beaucoup de luzerne. Donc en fait, les restitutions derrière une luzerne, c'est ce qu'il y a de mieux en termes d'azote. Et l'ancien bio, lui, par contre, n'a pas forcément un terroir à luzerne. Vous voyez, enfin, nous, c'est comme ça. C'est à 20 km d'écart, vous pouvez avoir des territoires qui se prêtent bien à la luzerne, d'autres qui sont un peu plus compliqués. Mais effectivement, la nature des légumineuses, la nature des prairies est très importante entre les deux. Ça, je ne l'ai pas développé, mais on a beaucoup plus de luzerne chez le nouveau bio. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques éventuellement? Ouais, je vais juste Non. refaire un petit soufflet sur le Vas-y. phosphore. Donc, ça va faire 3-4 ans, on a analysé 45 prairies, on a fait 45 analyses de sol sous prairies et on a fait 45 indices de nutrition sur ces prairies. Donc, on est sur des sols volcaniques avec un pouvoir de rétention du phosphore très fort. Et donc, on était toujours déficitaire en phosphore Olsen et toujours excédentaire en indice de nutrition. Voilà, sur 45 prairies. Donc, c'est pour ça que je vous dis, enfin, pour moi, le phosphore Olsen, il vaut rien dès qu'on est sur des sols avec de la matière organique. Voilà. Ou sous prairie, je trouve qu'il n'est absolument pas pertinent. Il tape toujours à côté, hein. Donc, Mhm. Bon, en tout cas, c'est super intéressant ta présentation. Puis tu abordes vraiment tous les trucs. On se dit, oui, mais alors le salissement, et paf, tu l'abordes. Et enfin, je trouve ça intéressant, oui. Ça prend vraiment tout en compte. voilà, donc pour revenir en synthèse pour ces exploitations et plus largement sur la conduite de céréales en polyculture élevage, c'est sûr que dans l'attente de trouver une solution pour passer ce cap du mois d'avril, le salissement est hyper important. Donc essayer de maîtriser le salissement, retarder la date de semis, rallonger la rotation, passer la RC tri quand on peut, selon les fins d'hiver ou les printemps. Voilà, pour essayer d'avoir une culture la plus propre possible pour justement économiser l'azote. Et puis voilà, ce que j'ai dit aux éleveurs, semer un peu moins dense, un peu plus tardivement, toujours pareil pour gagner quelques kilos d'azote pour essayer de les garder dans le Ouais. sol, quoi. Voilà un peu les deux conclusions. Et comme je vous disais, comme les éleveurs l'ont validé et l'ont déjà mis en pratique, voilà, je me dis que finalement, je suis peut-être pas à côté, quoi. Je pense pas. Elle a confirmé Mais sur les années à venir, mais ouais. Mm. Bon, moi, je vais vous laisser. Merci Ouais, beaucoup, Vincent. Mais il y a une Merci. question. il y a une Je voulais. question, tout à fait, une Ouais. question de Marie Chaffard, donc, qui est étudiante et qui voulait savoir si tu avais un peu plus de données concernant les restitutions azotées de la luzerne. Tu as des Alors, ressources à partager sur alors, ce volet-là. j'ai pas des données en tête qui me viennent, mais on est sur des restitutions de l'ordre de 150 unités d'azote en première année. On doit être pas loin d'une centaine en deuxième année. On est sur des apports hyper importants d'azote, quoi. Mais voilà, là, je parle sous couvert de ma mémoire qui n'est pas forcément hyper précise, mais c'est colossal, hein. 250 unités d'azote, c'est sûr, Mm. de restitution d'azote sur 2 à 3 ans d'arrière-effet. Ok.
suis pas partie et je vous mets dans la conversation le lien vers la biobase. Et comme ça, vous pourrez rechercher, c'est une base de données documentaire spécialisée en bio, vous pourrez rechercher s'il y a des données sur la... Enfin, il y en a, mais je sais pas exactement où, sur la restitution de la luzerne. Mm. Allez, au revoir. Merci Sophie. Moi, du coup, je me permets aussi de partager. Donc, dans le cadre du projet, donc toujours du projet bioréférence, Vincent a fait aussi des suivis de rendement en fourrage bio et avec des comparaisons également avec des fourrages conventionnels. Donc, je vous ai mis le lien si ça vous intéresse aussi cet aspect fourrage pour retrouver les ressources qui ont été réalisées dans le cadre du projet. Je vous ai mis le lien un peu plus spécifique et sur ce lien-là, il faut aller cliquer sur le petit onglet, le petit bouton fourrage sur cette page-là. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu l'ensemble des résultats du projet bioréférence. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que ça concerne toutes les filières de ruminants bio du Massif central, donc bovins laitiers allaitants, ovins laitiers allaitants et caprins. Et on sera aussi présent au sommet de l'élevage le 9 octobre prochain pour des conférences justement qui vous présenteront plutôt les références techniques et économiques sur les élevages qui sont suivis. Voilà, et écoute, merci beaucoup Vincent pour cette Merci à vous. présentation et merci à tous pour votre présence.